Bonjour, merci à vous de votre présence pour cette table ronde qui va être consacrée au transport public à l'heure de la crise et donc à toutes les conséquences qui ont été créées avec cette crise qui a durement malmené les transports publics, conséquences financières bien sûr, avec peut-être des questions sur les investissements à venir sur les infrastructures ou les futurs projets. Conséquences aussi sur les comportements, puisqu'on a vu les usagers, les utilisateurs des transports publics ont modifié leur façon de se déplacer. Donc, ce sera l'occasion de demander aux opérateurs de transport présents avec nous aujourd'hui comment ils s'organisent, comment ils voient l'avenir et donc comment, en gros, les transports publics doivent éventuellement se réinventer, ou du moins peut-être mieux se connecter avec toutes les mobilités. Pour en parler avec nous, je vous présente nos invités. Nous avons Anne-Lise Avril, qui est directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité chez Keolis. Et je vais vous inviter les uns après les autres à prendre place, si vous le voulez bien. Alain Pitavino, vous êtes directeur adjoint Île-de-France chez Transdev. Christophe Vacheron, vous êtes directeur adjoint France chez RATP Dev. Sylvie Charles, vous êtes directrice de Transilien. Et Marc Pélissier, vous êtes président de la FNOT Île-de-France. Merci à vous donc de prendre place et merci pour votre participation à cette table ronde. Je vous rappelle que cette table ronde va durer un petit peu moins d'1h30 et puis bien sûr, comme d'habitude, vous aurez l'occasion de poser des questions si vous le souhaitez tout à l'heure, alors avec un mode d'emploi simple. Vous avez un micro en face de vous, simplement attendez que je vous donne la parole et puis il suffira d'appuyer sur le bouton complètement à votre droite pour prendre la parole et après réappuyer pour éteindre. Mais avant de lancer ce débat, je voudrais donner la parole à Laurent Probst, donc le directeur général d'Île-de-France Mobilité, qui va nous expliquer et nous faire les constats, où en sont les transports publics aujourd'hui en Île-de-France, et puis quels sont les grands dossiers et les grands thèmes sur lesquels l'autorité organisatrice travaille. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'équipe de Villerail Transport pour l'organisation de cette conférence. Et puis, je voudrais les remercier de m'avoir proposé d'ouvrir la conférence. Donc, merci à Marie-Hélène et à toute l'équipe. Moi, je vais être très court pour cette introduction. Peut-être vous donner quelques éléments sur l'état du trafic en Île-de-France et les enjeux sur ce trafic-là. Je voudrais d'abord commencer par remercier tous les opérateurs et tous les acteurs qui sont dans la salle, puisque nous sortons d'une crise, parce que je pense qu'on en sort maintenant, d'une crise sans précédent. Alors, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais été dans les transports en commun en Île-de-France autant impacté par une crise. Et nous avons été collectivement réactifs, puisque le constat de tous, c'est que les transports ont continué à fonctionner, et c'était utile parce qu'il fallait bien que l'économie continue à tourner. Et les transports, c'est le système sanguin de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut bien que les gens puissent se déplacer. Et nous avons été collectivement au rendez-vous. Il y a un rapport de la Cour des comptes là, qui est en train de sortir et qui le rappelle, voilà, qu'il y a eu vraiment quelque chose de phénoménal qui a été mis en place avec des adaptations au jour le jour qui ont permis de fonctionner depuis 1 an et demi. Alors maintenant, on sort de la crise et comme je l'ai dit, c'était une des crises les plus fortes que nous avons connues. Peut-être même d'ailleurs la plus forte que nous avons connue parce que essayer de retrouver la mémoire collective sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale où quand même les transports ont continué à fonctionner. On a aujourd'hui donc des pertes colossales, 1,3 milliard de pertes en Île-de-France pour 2020, encore 1,3 milliard de pertes sur 2021, parce que le trafic n'est pas là, parce que l'économie qui apporte le versement mobilité est moins forte, et donc voilà, ça fait des pertes colossales. Alors comment trouver 1,3 milliard d'euros? Forcément, on n'a pas pu, pour les raisons que j'ai exposées, réduire l'offre. Voilà, il y avait une volonté de garder une offre substantielle. Donc on n'a pas pu réduire l'offre comme pouvaient faire par exemple des opérateurs privés qui n'étaient pas en mission de service public. Et donc les coûts étaient toujours là, et donc on ne réduit pas les coûts, donc c'est pour ça qu'une aide de l'État s'impose.
Une aide de l'État s'impose pour 2020 et aussi pour 2021. L'État a été au rendez-vous pour 2020. Nous attendons à ce que l'État soit aussi au rendez-vous pour 2021. Les discussions s'allongent un petit peu, mais j'ai bon espoir qu'elles aboutissent vite. Aujourd'hui, on a 75% de trafic dans les transports. C'est quand même moins 25% des gens. Ça remonte, il y a eu un palier là, entre avant et après les vacances. On était à peu près à 65% de trafic avant les vacances, là on est à 75%. On pense qu'on va remonter à 80% à la fin de l'année, et puis qu'on aura 90% en moyenne l'année prochaine. Nos perspectives, c'est qu'on retrouve en 2023 l'équivalent des transports en 2018, moins l'effet du télétravail. L'effet du télétravail, aujourd'hui, on l'estime entre 2 et 6% en fonction de l'effectivité de ce télétravail. Si on considère que tous les gens qui disent qu'ils vont télétravailler, en fait, il y a quand même des sondages qui existent, vont effectivement télétravailler, ça fait moins 6%. Si on se dit que ça fait seulement la moitié, on est à peu près entre moins 2 et moins 3%. Et puis après, on va reprendre une croissance d'à peu près 2,5% par an, comme on l'avait avant. Et donc ça veut dire qu'à l'horizon 2025, on a retrouvé le trafic de 2019, et puis après qu'on continue à augmenter. Donc, télétravail ne veut pas dire forcément moins de mobilité. Et puis, une fréquentation à 100% ne veut pas dire que les usagers seront plus serrés dans les transports en commun. Pourquoi? Parce que, d'abord, entre maintenant et 2024-2025, on va faire des investissements, il faut continuer à faire des investissements, avec des trains 2 étages, des trains plus larges, des extensions de lignes, le Grand Paris Express, qui est un projet qui va quand même marquer aussi, alors à l'horizon 2025, mais plutôt un peu plus tard, le prolongement des halls, enfin des projets qui vont absorber l'offre de transport. Aussi parce que le télétravail, ça c'est quelque chose qui restera de la crise, il y aura plus de télétravail, et donc plus de télétravail, ça veut dire moins de gens dans les transports à l'heure de pointe, mais les gens continueront à se déplacer pour leurs loisirs. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est assez intéressant. Vous avez aujourd'hui, dans les transports en commun, le lundi et le vendredi, vous avez à peu près une fréquentation de 72% avant la crise. Le mardi, mercredi, jeudi, vous êtes à peu près à 78%. Donc on voit bien qu'il y a 6% qui se volatilisent entre le lundi et le vendredi. C'est dû au télétravail. Et à l'inverse, le samedi et le dimanche, on est quand même plus près des 80% pour loisirs. Donc les gens qui télétravaillent vont continuer à se déplacer pour leur loisir. Et donc, in fine, on va avoir des gens qui vont continuer à se déplacer massivement, qui vont télétravailler plus, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça va décharger l'heure de pointe. D'ailleurs, le télétravail, c'est une politique qu'on avait lancée d'ailleurs bien avant la crise. Alors, le problème de financement. Donc, on a le problème de financement de court terme, et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de demander l'aide de l'État, mais il y a aussi un problème de financement de long terme. Parce que même si le trafic va revenir, on va retrouver effectivement le niveau de financement en 2024-2025, les niveaux de financement qu'on avait en 2018-2019, sauf qu'entre-temps, les coûts vont augmenter, parce qu'on aura toute l'offre nouvelle que nous allons mettre en service. Et puis, il y a l'inflation sur les coûts, qui est quelque chose qui va continuer à peser sur les coûts. Et donc, on va avoir un maigre retard de l'augmentation des coûts. Par contre, on aura 6 ans de retard sur la croissance des recettes. Et ça va être un vrai défi sur le financement, sur le long terme, pour les transports en Ile-de-France. L'autre défi pour les transports en Ile-de-France, c'est la mise en concurrence. Donc on a commencé la mise en concurrence sur les réseaux en grande couronne. Bientôt arrive la mise en concurrence sur Transilien et sur le bus RATP. Le Grand Paris Express sera aussi mis en concurrence. Et cette mise en concurrence, il faut qu'elle soit réussie. Alors la mise en concurrence en soi, elle est porteuse d'amélioration sur la qualité de service parce qu'elle permet à tous les opérateurs de se remettre en question et de proposer des améliorations, ce qu'ils ne font pas forcément, et je peux en témoigner, quand il y a des négociations de gré à gré. Mais il y a des risques sur la mise en concurrence, et ces risques, il faut les prévenir, et notamment sur le sujet du social, le risque est important, on le voit en ce moment sur certains réseaux, en Ile-de-France, vous savez tous qu'il y a des grèves sur quelques réseaux, on ne va pas se le cacher,
Et ce risque-là, eh bien, il faut le prévenir, puisque l'objectif, c'est aussi de garder nos conducteurs. On a fait beaucoup de renforts d'offres bus depuis 2016 en Ile-de-France, plus de 220 millions d'euros de renforts d'offres. On a embauché plusieurs milliers de conducteurs de bus depuis le début, depuis 2016, donc il n'y aura pas de suppression de postes, mais il faut que ces conducteurs de bus, qui sont des agents complètement essentiels dans notre service public, ils soient rassurés, ils restent dans nos réseaux et ils n'aillent pas faire autre chose. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un fort appel chez les livreurs Amazon, par exemple. Bon, il faut vraiment qu'ils restent chez nous, et pour ça, il faut leur donner des conditions sociales qui les satisfassent. C'est particulièrement important. Donc c'est un travail que... les discussions sociales, c'est de la responsabilité des opérateurs. Et moi, j'appelle les opérateurs à leur responsabilité. Il faut qu'ils aient un dialogue social constructif et que ça marche bien sur les réseaux. Et, voilà. Et sachez qu'Île-de-France Mobilité va être particulièrement attentif à ce sujet-là, notamment dans le cadre des appels d'offres. Donc on fera ce qu'il faudra dans l'analyse des offres pour que les candidats proposent des choses satisfaisantes sur les aspects sociaux. Alors, des défis importants, majeurs même, mais moi j'ai confiance dans le système et dans les opérateurs franciliens pour que ça marche bien. Nous avons la chance d'avoir des opérateurs franciliens qui sont des grands professionnels, sans doute d'ailleurs les meilleurs professionnels au monde. On en a depuis 2016 relevé beaucoup de défis. On a fait le plus grand renouvellement de matériel roulant, sans doute, au monde. On a fait la plus grande transition énergétique des bus, sans doute, au monde. On a 2 grands défis qui se présentent là, et moi j'ai confiance pour que ces défis puissent être relevés avec efficacité. Et voilà, et je pense qu'avec la politique ambitieuse que notre présidente Valérie Pécresse met en place, je pense que l'objectif pourrait être d'avoir, à l'horizon 2030-2035, le meilleur et le plus grand réseau de transport au monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour qu'il soit grand, performant, et pour qu'on réussisse sur tous les enjeux, naturellement, sociaux et liés au financement. Merci. Merci beaucoup Laurent Probst d'avoir accepté notre invitation et d'avoir ouvert cette conférence. Et puis vous restez avec nous et donc peut-être que vous serez amené à reprendre la parole tout à l'heure si des questions se posent à vous. Donc on a bien entendu le constat que vous faites côté IDFM. Et puis on a aussi entendu les compliments que vous avez faits aux opérateurs de transport, sans doute les meilleurs au monde, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous, donc côté des opérateurs de transport, comment vous abordez l'avenir? Et donc, j'imagine que vous vous appuyez sur beaucoup d'études pour imaginer l'avenir, puis essayer de voir aussi quelle sera la tendance demain, et si voilà, vos études rejoignent les prévisions d'IDFM. Anne-Lise Avril, que disent les études sur lesquelles vous vous appuyez? Oui, oula, c'est bon. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent parce que on est dans une sorte de transitoire qui a tendance à s'éterniser et les conclusions qu'on peut tirer aujourd'hui ne seront peut-être pas valides dans 6 mois non plus. Alors c'est vrai qu'on a tous réalisé un certain nombre d'études. Chez Keolis, on a depuis de toute façon de nombreuses années un observatoire des modes de vie et des mobilités qui s'appelle Keoscopie. Et donc on a réalisé au cours de l'année précédente des enquêtes auprès de l'ensemble des Français, pas uniquement des usagers des transports en commun, à peu près tous les 3 mois. Et on a vu en fait une grande variation et des changements aussi au cours de ces mois des résultats qu'on avait. Je prends un exemple très simple, on interrogeait les gens, les Français, en leur disant est-ce que cette crise, ou au sortir de cette crise, votre façon de vous déplacer va être profondément modifiée? En octobre, on avait une grande majorité de gens qui nous disaient oui. Et puis là, à l'entrée de l'été, on avait une grosse minorité de gens qui nous disaient oui. Donc on avait perdu quand même 15 points sur cette question-là en 6 mois. Donc il faut être prudent lorsqu'on tire en fait les conclusions des études que l'on fait, parce qu'on est toujours dans une situation mouvante. En fait, on n'a pas vraiment une photo sur laquelle se baser, on est avec un film en fait. Et du coup, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser aussi des outils qui nous permettent d'avoir
une photo dynamique de la situation. Alors, nous, on utilise par exemple beaucoup les traces GPS qui nous permettent de suivre les flux de déplacement des gens, que ce soit les flux piétons, cyclistes, les voitures, les transports en commun, et qui nous permettent du coup d'évaluer vraiment en fait les comportements réels et pas uniquement du coup des études ponctuelles qui donnent une photo à un instant T. Ça nous permet effectivement de comprendre comment les gens se déplacent actuellement en termes d'origine-destination, de distance, de mode de transport, et de voir effectivement comment tout ça se déforme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des outils qui trouvent toute leur pertinence par rapport à des enquêtes qui sont assez coûteuses et qu'on réalise en fait à un instant T. Alors, lorsqu'on a préparé cette table ronde, toutes les deux, vous m'avez dit qu'il fallait inventer le bison futé de la mobilité, c'est-à-dire que vous voulez influencer le comportement des usagers. La question d'être plus ou moins serré dans les transports, c'est quelque chose qui a évidemment toujours existé, mais on voit que cette question, maintenant, elle correspond à une préoccupation vraiment croissante. Pendant une année, les gens ont voyagé dans nos systèmes de transport avec beaucoup moins de monde, et aujourd'hui, le retour à la promiscuité, il est plus ou moins bien vécu pour des questions de transport, pour des questions de confort, pour des questions sanitaires. Donc on sent qu'il y a quand même du coup un intérêt à leur proposer des outils pour connaître à l'avance l'affluence et pouvoir potentiellement faire un choix. Dans les enquêtes dont je vous parlais, les enquêtes Kéoscopie, celles qu'on a réalisées avant l'été, elle nous a montré que 73% des franciliens étaient intéressés par connaître à l'avance le degré d'affluence dans le bus, le tram, le métro, de façon à pouvoir faire un choix. Alors après, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, mais bon, finalement, ils ont l'info, mais est-ce qu'ils vont vraiment en fait actionner quelque chose? Est-ce que finalement, ils vont quand même pas monter dans la rame, quelle qu'elle soit, ou ne pas changer leur déplacement? Alors de la même façon, dans les études, 39% nous disent avoir déjà régulièrement décalé certaines activités pour pouvoir emprunter les transports en commun dans des conditions de moindre affluence. Et il faut aussi, et on le sait bien, se dire que finalement, il n'y a pas besoin qu'une majorité de gens changent leur comportement. Si on a uniquement 10-15% déjà de personnes qui décalent leur trajet, ça va déjà procurer une sensation de confort supérieure à ceux qui restent. Donc cette histoire de prédiction de charge, de prédiction d'affluence, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Nous, par exemple, on a une expérimentation en cours à Vélizy. On mesure l'affluence avec des boîtiers Wi-Fi, donc les montées et descentes dans les véhicules, et puis après on développe des algorithmes apprenants qui permettent de faire de la prédiction. On pense qu'effectivement cette information elle va être utile aux gens, qu'ils vont s'en saisir, et que même si ce n'est pas une majorité qui décale ensuite son trajet, ceux qui le feront nous aideront à gagner en confort quand même. Oui. Merci. Et côté Transdev, Alain Pitavino, donc Transdev aussi bien sûr, mène de nombreuses études. Est-ce que vous arrivez aux mêmes conclusions que Keolis, et comment vous voyez évoluer les comportements à un horizon à moyen terme? Alors déjà, moi, je partage totalement le fait que pour le moment, on est probablement encore au milieu de la crise et qu'on ne sait pas encore très bien quels seront les comportements après et comment ils auront définitivement évolué. Ce qu'on s'est dit dès le début de la crise sanitaire, c'est qu'on avait besoin de savoir finalement quels étaient les changements de comportement et quelles étaient les attentes et comment les clients et non-clients voyaient l'avenir et leur mobilité de demain. Et on s'est dit qu'on n'y arriverait pas tout seul et que le mieux était de partager ces réflexions et ces études avec un collectif. On a créé, avec un certain nombre de partenaires, un collectif Mobilité Île-de-France pour partager des études et partager un panel de clients et non-clients, et en ayant une approche très large, puisqu'effectivement il y a Transdev dans ce collectif qui est soutenu au niveau études par Innov 360 et par l'IFPEN, mais il y a aussi Zouv, Cityscoot, Move & Go, Communauto, des collectivités comme ici Val-de-Seine, le Grand Paris Seine-et-Oise. Et donc on s'est dit on va partager... Mais pas Keolis ou RATP Dev. Il y a SNCF Réseau par exemple. Donc effectivement, on a plutôt cherché à avoir des acteurs des différents types de mobilité, de manière à avoir des approches différentes, des questionnements différents, et d'ailleurs partager des bases de données clients qui n'étaient pas les mêmes, et se dire comment est-ce que finalement tout ça évolue dans le temps. Ce qui est assez intéressant, alors là je partage totalement ce que vous disiez, c'est que on a vu les opinions, les avis évoluer totalement d'une fois sur l'autre. Ce qui est certain, c'est que jusqu'aux dernières enquêtes, on voyait une forte démobilité, c'est-à-dire finalement
les gens se déplacent moins. Et ça, c'est probablement la première cause du fait qu'il y a moins de monde dans les transports publics. Et puis, on a vu l'intérêt pour changer de mode qui lui aussi a fortement évolué d'une fois sur l'autre. Et ce qu'on voit encore dans les dernières enquêtes qui ont été faites, c'est qu'il restait encore au moins en juillet, et je pense qu'avec la 4e vague de cet été, ça n'a pas dû fortement changer, une espèce de crainte sanitaire vis-à-vis des transports publics. Et je dirais que dans les transports publics, ça fait partie des endroits où il faut porter un masque, donc ça crée probablement un frein et une crainte. Moi, ce qui me paraît important en complément de ce qui vient d'être dit, c'est de se dire aussi qu'il y a une très grande hétérogénéité entre les territoires, une énorme hétérogénéité, et que le besoin de transport public et la capacité à avoir d'autres comportements va être très différent suivant qu'on soit en deuxième couronne ou qu'on soit dans Paris-Centre ou en première couronne. Et on l'a vu avec un certain nombre de chiffres. Par exemple, on avait fait une enquête en juin à la question, est-ce que dans la dernière semaine, vous avez travaillé au moins un jour en télétravail? Et à la réponse, ça donnait 18% dans le département 93, 48% dans le département 92. Donc oui, on n'est vraiment pas dans les mêmes ordres de grandeur. Quand on regarde aussi le retour de la fréquentation des transports publics. J'entendais les chiffres globaux donnés par Laurent Probst tout à l'heure. Quand on regarde les chiffres de Transdev, donc qui est plus significatif de ce qui se passe en première couronne et demie et deuxième couronne, nous on est plutôt aux environs de 85 voire 90%. Et quand on regarde encore dans les réseaux, on se rend compte que les réseaux qui sont finalement les plus éloignés de Paris-Centre, en Seine-et-Marne ou dans les Yvelines, on est déjà pas loin de 100% de la fréquentation de 2019. Ce qui montre que finalement, les gens qui n'étaient plus dans le transport public, c'était souvent des gens qui se déplaçaient plus, mais qui sont ce qu'on appelle des utilisateurs obligés du transport public et qu'il va falloir s'en occuper dans les prochains mois quand ils vont vouloir revenir effectivement dans ce transport et leur apporter une offre adaptée. Et puis, deuxième type de regard pour illustrer cette hétérogénéité, quand on regarde, puisqu'on est partenaire de la Poste dans Véligo Location, la location de vélos électriques, là aussi, quand on fait la cartographie des lieux de location, on se rend compte que le taux de pénétration en première couronne est sans commune mesure avec le taux de pénétration en deuxième couronne, où il est nettement moindre, parce que c'est plus facile d'utiliser le vélo électrique comme mode de déplacement quand on a finalement assez peu de transport à faire, alors que plus on va s'éloigner, plus on va avoir des longues distances, et où il va plutôt falloir travailler sur le transport public, le mass transit, puisque c'est le thème de la table ronde, et puis l'intermodalité. Merci. Christophe Vacheron, comment un opérateur comme RATP Dev s'adapte à ces nouveaux comportements? Alors écoutez, peut-être avant de rentrer dans ce détail-là, un peu contextualiser, je crois que, Laurent Probst l'a dit, les volumes de trajets n'ont fait qu'augmenter depuis 1950. On était sur des croissances exceptionnelles. Et puis là, on vit avec la crise du Covid une cassure sur laquelle, ça a été dit par mes collègues, faut rester humble par rapport à tout ça. On a, nous, tous mené, que ce soit RATP Dev en France, mais aussi le groupe RATP, particulièrement sur le territoire de l'Île-de-France, des enquêtes, des études. Je dirais qu'aujourd'hui, on tire 3 constats. Le premier, alors, sur de nombreux de nos réseaux, on a équipé nos véhicules de cellules qui nous remontent un certain nombre de données qu'on exploite en temps réel sur les flux. Effectivement, on a des réseaux où la clientèle est plutôt captive, qui sont quasi à 100% aujourd'hui. Et puis, on a des réseaux où il y a davantage d'actifs, où on est à 75, 77, péniblement 80%. À côté de ça, et c'est aussi intéressant, je prends l'exemple de Saint-Malo, qui est un réseau assez touristique. En juillet-août, on était à plus de 100%. Donc voilà, on ressent cette reprise potentielle. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une vraie relation de confiance qui est importante. C'est qu'autant dans les flux importants qu'on avait précédemment, on était très focusé sur la fiabilité, sur la régularité, ponctualité, sur l'information voyageur. Et puis effectivement, mais ça a été évoqué par mes collègues, cette cassure, elle nous a amené à travailler la propreté, la nébulisation à bord des véhicules, et puis de traiter ce qu'on appelait l'affluence. Aujourd'hui, vous le savez, sur l'application du groupe Bonjour, vous avez l'affluence en temps réel. Vous l'avez sur le Mantois en Île-de-France où le réseau, on a l'affluence en temps réel et c'est de plus en plus consulté.
Après, de là à dire que ça va être un élément déclencheur, peut-être pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on ressent aujourd'hui. Par contre, c'est une information qui va guider le client, effectivement, sur son parcours. Le troisième et dernier constat, c'est que on ressent qu'on va passer d'un système à plus de mobilité à un système à plus et mieux de mobilité. Alors, je reviendrai dessus, mais je regardais depuis 1950, le trajet moyen, c'est 1 heure pour les franciliens. Ça a très peu progressé, malgré les efforts qui ont été faits. En fait, les gens sont allés plus loin et ont plus fait de mobilité. Donc on a cette thématique-là. Et puis une autre chose qui nous interroge, je pense que vous connaissez Jean Viard, là, le sociologue, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle La révolution que l'on attendait est arrivée. Lui dit qu'il y a 10% des Français qui sont en train de changer de vie, que les adultes de plus de 30 ans, donc pour lui un adulte est à 30 ans, vont s'éloigner de la ville, ils sont en train de changer de vie et ils veulent se rapprocher de la nature et consommer local. Donc ça, c'est un élément qui doit nous interroger. Et puis enfin, il nous dit, finalement, la mobilité, elle doit contribuer à apaiser la ville, à faire de la ville une ville silencieuse, qui clairement amènerait vers mieux de mobilité. Donc ça, c'est des systèmes qui nous interrogent. Sur les chiffres, effectivement, les différentes études qu'on a menées, les plus récentes, nous amènent à penser qu'on est descendu à 90% de baisse de fréquentation au tout début. On est rapidement revenu à 50%, les captifs notamment. Tout doucement, on a repris les 20% qui étaient les captifs qui sont revenus. Et puis là, on rentre dans une phase où on va chercher les 20% qui étaient des clients pré-Covid. Et tout doucement, on pense qu'on va avoir un retour progressif en termes d'extension de nos réseaux et de croissance urbaine, donc qui va alimenter. Et puis, on suggère d'arriver autour de 90-95%. Le tourisme devrait, quand il reprendra, accentuer ça. Et effectivement, sur le télétravail, juste m'arrêter 1 minute là-dessus. En fait, une part importante des Français ne peut pas télétravailler. Donc, tout le monde ne peut pas télétravailler et on s'en rend compte sur les réseaux en province où on est aujourd'hui, je le disais, quasi à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que le télétravail, quand les gens le pratiquent, ça libère 1 heure. C'est-à-dire, si je prends l'heure de tout à l'heure, ça libère cette heure-là. Alors, on constate que des fois, des gens travaillent 1 heure de plus. Parce qu'avec le télétravail, je pense que ici, des gens vont comprendre ce que je veux dire. Mais il y a aussi des gens qui vont avoir besoin de, localement, aller manger, aller faire les courses, et puis évoluer sur le territoire et faire plus de mobilité. Et donc ça doit nous interroger sur ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire comment on cible cette mobilité. Et puis un deuxième et dernier focus, et je m'arrêterai là, on a mené, nous, une étude sur les nouvelles mobilités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le constat qui est le nôtre, c'est qu'à horizon 2-4 ans, les nouvelles mobilités devraient rester à une part de marché de l'ordre de 1% sur le territoire qu'on connaît. Et donc, on est en train de regarder, d'analyser ce phénomène, mais on n'est pas... en fait, ce qu'on pense, c'est que ces nouvelles mobilités, elles vont complètement se compléter avec les réseaux de mass transit. Je prenais juste un chiffre, quand vous prenez le RER A, c'est 640 000 voyageurs aux heures de pointe. C'est-à-dire qu'on transporte la ville de Lyon. Donc si vous voulez, quand on rapproche les nouvelles mobilités à ça, on se dit il y a forcément quelque chose à associer. Et voilà, donc grosso modo, nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on retravaille, et puis Laurent Probst le disait dans les investissements, le mass transit, parce que c'est la structure, en tout cas en Ile-de-France, qu'on aille vers les nouvelles mobilités, mais qu'on comprenne mieux comment tout ça s'imbrique, bien sûr avec des outils digitaux par exemple. Et puis se pencher sur ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, les déplacements purement locaux. Merci. Alors, Mass Transit, forcément, on se tourne vers Transilien, le deuxième opérateur de Mass Transit au monde, hein, si je ne me trompe pas. Sylvie Charles, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'a dit tout de suite Christophe Vacheron sur le fait que, apparemment, davantage de Parisiens souhaiteraient quitter la ville, s'éloigner peut-être pour aller un peu plus loin en première, deuxième, troisième couronne. Qu'est-ce que ça change pour vous? Que disent vous, là aussi vos études, hein, puisque je crois que vous avez des études très intéressantes sur lesquelles vous vous appuyez pour réfléchir au transport de demain? Ou alors c'est un phénomène qu'on va s'attacher à mesurer. C'est pas ma crève qui fait ça. Avant, si vous le permettez, je voudrais à mon tour remercier IDFM
et toutes leurs équipes, et emmenées par Laurent Probst, parce que si on a bien réussi durant cette période très pénible, on le doit à cette capacité qu'on a eue collectivement de travailler en boucle courte. Et je sais qu'IDFM associe à ces remerciements le préfet de région de l'époque, qui était Michel Cadot. Et on a juste montré que quand on est au bon niveau de terrain et que l'État s'est joué déconcentré, on arrive à quelque chose de gagnant. Voilà, je crois qu'il faudra qu'on s'en souvienne pour la suite. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, on est en train, nous, d'essayer de mesurer si oui ou non il y a un phénomène plus accentué qu'avant de déplacement de l'habitat vers la Grande Couronne. Simplement, ça a été dit par plusieurs des interlocuteurs précédents, on a un avenir incertain. Simplement, cet avenir, il sera aussi ce qu'on en fera. Et ça, c'est une conviction qu'on partage avec IDFM. Et pour savoir ce qu'on en fera, il faut partir d'abord d'un certain nombre de réalités. La région capitale, elle a quand même quelques spécificités. C'est que durant ces 20 dernières années, les emplois se sont reconcentrés sur le centre, Paris, la Défense, et un certain nombre de zones sur la petite couronne, très proche du périphérique, à commencer par la pleine commune où nous nous trouvons. Et au jour d'aujourd'hui, on a 68% des emplois sur 6% du territoire. La deuxième spécificité, c'est que 45% des emplois en Île-de-France sont considérés comme télétravaillables. Et c'est vraiment des fortes spécificités par rapport au reste de la France. Alors, comme dans le même temps, il y a une rareté du foncier dans la partie centrale, une cherté du logement, ça fait quand même quelques années que le logement, il se déplace de plus en plus. Et il y a eu une accélération ces 6 dernières années. Il y a 6 ans, le prix du mètre carré, vous arriviez encore à trouver du 6 000 à 7 000 euros sur Paris. Maintenant, c'est même plus c'est la petite couronne. Voilà, ça s'est déplacé. Et pour trouver moins, faut aller en grande couronne. Et c'est fondamentalement ce qui explique que jusqu'à la Covid, on avait des croissances sur certaines lignes de 3% par an. Je pense notamment à la D-Sud, par exemple. Or, il se trouve qu'on a des infrastructures qui, elles, sont au bord de la saturation. On attend même que Réseau, d'ailleurs, les déclare saturés. En clair, on ne peut pas rajouter de trains. Donc, on a un énorme problème, qui est le problème que rappelait Laurent Probst tout à l'heure, qui est l'hyperpointe du matin. Et notre conviction, c'est qu'il faut essayer de tirer du positif de toute cette période très pénible qu'on vient de vivre pour essayer de baisser cette hyperpointe. C'est pour cela que nous sommes de fervents partisans du télétravail choisi, bien sûr, d'un télétravail généralisé 2 jours par semaine. C'est un sujet qu'on a préempté avec les organisations patronales et notamment le MEDEF d'Île-de-France dès l'été 2020. Moi, je suis relativement confiante parce que toute une partie du patronat y voit aussi un intérêt qui est celui de réduire les mètres carrés d'occupation de bureaux. Bon, ça sera peut-être un peu moins bon pour l'immobilier tertiaire, mais bon, ça ne sera qu'une période un peu compliquée à passer. Voilà, mais ça nous permettrait, on estime, entre 5 et 10 points de baisse à l'hyperpointe du matin. À ça, il faut ajouter tout ce qui est lissage des heures d'arrivée et de départ. Et je pense d'ailleurs que le télétravail va nous aider enfin à enclencher des choses là-dessus. Moi, je vois des comportements nouveaux. On a maintenant, nous, le contact avec l'Association nationale des DRH. On a des DRH à la fois de grands groupes et de petites entreprises qui acceptent de considérer que la qualité de vie au travail, c'est pas que dans le bureau, mais c'est aussi l'avant et l'après, le bureau ou l'usine, d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça doit nous permettre de baisser cette hyperpointe. Et dans le même temps, on a une ambition très forte qu'on partage évidemment avec Île-de-France Mobilité, c'est par contre d'attirer beaucoup plus de clients en heure creuse pour d'autres motifs que le domicile travail ou le domicile études, et puis d'attirer des clients le week-end et notamment les familles. Et à cet égard, évidemment, le bouclier tarifaire qu'a voté le mois dernier Île-de-France Mobilité doit aussi nous y aider. Maintenant, pour attirer plus d'occasionnels, il y a un autre sujet qu'il faut qu'on travaille. On a des applis, on a des sites qui fonctionnent très bien, multimodaux, mais par contre, on n'a pas encore travaillé assez, tous collectivement, la question du premier et du dernier kilomètre.
On a 80 à 90% des habitants en Île-de-France qui habitent à moins de 3 km d'une gare. Mais la question, c'est comment je vais à la gare, et puis une fois que je suis dans la gare de destination, comment je vais à mon ultime lieu de destination. Donc c'est toute la problématique des bus, et des bus, il y en a dans bien des gares, mais moi j'ai un enjeu avec tous mes agents gares, c'est de faire en sorte que nos agents dans les gares sachent dire concrètement à un voyageur, le bus qui va vers telle destination, vous le trouvez à gauche en sortant. Parce que les arrêts de bus, ils sont parfois disséminés à 200, 400, 500, 600 mètres. Donc on a cet enjeu-là. Et puis on a un autre enjeu qui est l'enjeu du vélo. Pardon, sur cet enjeu, c'est quoi la réussite, les conditions de la réussite de cet enjeu? Pour moi, il est un assez appel simple, auprès de qui là? C'est déjà de sortir mes agents des gares pour qu'ils regardent très concrètement et qu'ils sachent renseigner les clients. Et ça, c'est pas très compliqué, donc je pense qu'on va y arriver. Après, on a d'autres enjeux qui est parfois de mieux harmoniser nos horaires, y compris en opérationnel. On sait le faire. Pour vous donner un exemple, Fontainebleau, son château, etc. Le problème, c'est que la gare de Fontainebleau, elle n'est même pas à Fontainebleau, elle est à Avon. Et donc, il faut, comme on a beaucoup de touristes, il faut qu'on arrive à se coordonner. On arrive parfaitement à le faire. J'ai même, moi, les bus à Fontainebleau. Si jamais il y a un aléa sur un train, ils sont prévenus et ils vont attendre pour emmener à Fontainebleau. Voilà. Je pense que sur les bus, on doit pouvoir y arriver collectivement. Et j'y prendrai ma part parce que je pense vraiment que c'est dans la gare qu'il faut qu'on sache où sont les différents arrêts de bus. Au-delà de ça, on a toute la problématique du vélo, parce que si beaucoup de franciliens sont à moins de 3 km d'une gare, c'est typiquement la distance pour du vélo. On a tout grâce à IDFM, puisque IDFM a fait mettre toute une série d'abris vélos, y compris des abris vélos sécurisés. Bon, il y a quand même un problème. Je suis souvent sur le terrain. Beaucoup de ces abris vélos ont un point en commun, c'est qu'ils sont vides en grande couronne. Donc, il faut se poser quand même un certain nombre de questions. On a des choses impérativement à modifier. Il y a un système de réservation qui fait que tous les détenteurs de pass Navigo ont réservé, mais en fait n'utilisent pas. Mais quand vous voulez réserver, il n'y a plus de place. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour y rentrer, il faut un pass Navigo. C'est bêta quand vous voulez attirer des voyageurs occasionnels, parce qu'il faudrait aussi qu'eux puissent rentrer. Voilà, donc on a des choses très concrètes. Et comme on ne demande pas d'ambition, on en a une dernière. C'est que moi, évidemment, j'aime faire du vélo. Donc, le RER, les pistes cyclables le long du RER, je ne peux qu'être d'accord. Mais je trouverais encore mieux qu'on travaille à des pistes cyclables avec les mairies qui conduisent à la gare, quoi. Parce que ça existe assez rarement, notamment en grande couronne. Merci. Donc, on a bien entendu toutes les appels, les pistes que vous lancez pour améliorer le dernier kilomètre. Mais j'aimerais maintenant donner la parole à Marc Pellissier, puisque, donc, si on a bien compris, 25% de trafic en moins aujourd'hui, ça devrait être plus confortable pour les usagers. Quel est le ressenti des usagers? Est-ce que l'offre vous paraît suffisante aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux opérateurs? Merci d'abord de m'avoir invité. Alors effectivement, ces derniers mois ont été bien sûr très particuliers sur les lignes de transport franciliennes. C'est vrai que une partie des usagers se sont habitués à des conditions de transport où vous étiez moins serrés et ça, aujourd'hui, c'est moins bien toléré, effectivement, de revoir des situations à 4 voyageurs au mètre carré, voire davantage. Et on constate, alors certes, on était sur tout le début de l'année sur des restrictions de déplacement importantes avec les couvre-feux, etc. Sur cette rentrée de septembre, nous, on constate quand même un retour assez important d'usagers sur les réseaux, avec certes un effet télétravail, qui est donc, comme ça a été dit, différent suivant les jours, mais aussi différent suivant les lignes et les secteurs. On sait qu'il y a des endroits qui sont moins propices au télétravail. Donc, dans tout ça, on voit des disparités quand même importantes. Et effectivement, on a des retours d'usagers un peu inquiets, puisque on a aujourd'hui sur le réseau francilien
un certain nombre de lignes qui ne sont pas revenues à 100% de desserte, que ce soit sur le métro ou le RER. Alors, c'est 5, 10, 15% d'offres. Ça a été, j'imagine, calculé pour être le moins impactant possible, mais les retours qu'on a, c'est qu'il y a des endroits où, malgré tout, on voit réapparaître des surcharges qui peuvent être liées à cette offre allégée, et puis il y a des endroits où il n'y a peut-être pas de surcharge, mais il y a des trous de desserte avec des fréquences souvent divisées par 2, hein, puisque les dessertes ont été allégées en supprimant un train par-ci par-là. Surtout sur le réseau de la RATP ou de la SNCF? Alors le ressenti est plus mauvais sur le réseau SNCF parce que c'est là où l'adaptation d'offres se fait de façon, comme je disais, un peu basique, en supprimant un train ou deux dans la grille horaire habituelle, et donc en créant parfois des attentes excessives. Voilà. Alors, on est conscient qu'effectivement, cet allègement d'offres, il est lié aussi à la situation financière difficile d'Île-de-France Mobilité, hein. Ça, on ne conteste pas du tout les problématiques financières de perte de recettes voyageurs et de versement mobilité. Simplement, on dit que voilà, il faut essayer d'accompagner le retour des usagers qui souhaitent revenir au transport en commun. On voit qu'on ne va pas pouvoir forcément rester longtemps sur une situation où, par exemple, hein, le trafic automobile, dans cette rentrée, on a des cumuls de bouchons de 400 km régulièrement. Par chaque jour, j'ai entendu un chiffre de plus 10% de circulation automobile par rapport à 2019, donc on voit bien que ce n'est pas non plus quelque chose de viable, quand bien même on a un effet télétravail, on a un effet vélo, mais qui certainement n'est pas si important que ça, malheureusement, en banlieue. Et donc, il faut forcément pouvoir faire revenir des usagers dans les transports en commun, alors peut-être en horaire décalé si on y arrive, mais en tout cas, pour les faire revenir, il faut, si possible, une offre adaptée. Et puis, bien sûr, il faut de la qualité de service, une ponctualité qui s'améliore. Et là, c'est contrasté, bien sûr. Il y a des lignes qui vont bien, mais on a malheureusement cette rentrée, le RERB, encore lui, qui fait parler avec de très gros incidents pendant l'été et qui continue jusqu'à aujourd'hui même. Voilà, donc notre souci, c'est aussi que bien évidemment, le travail continue pour améliorer ces lignes, parce qu'on voit bien, même si on peut discuter sur les chiffres, mais enfin que globalement, on va retrouver pas beaucoup d'usagers sur nos lignes et notamment sur nos RER, s'ils n'y sont pas déjà. Et donc, il faut continuer à préparer l'avenir. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter un peu avec la situation financière. Merci. Sylvie Charles, quelle réponse vous pouvez apporter à Marc Pélissier donc, sur cette offre allégée à certaines heures et donc parfois une surcharge sur certaines lignes? Alors, d'abord, Marc Pélissier a raison de le souligner, il y a une utilisation à l'évidence encore renforcée de la voiture, ce qui montre bien qu'il faut qu'on continue toutes nos actions de réassurance vis-à-vis des voyageurs et des usagers. Voilà, il faut continuer à leur donner envie de reprendre le train, ce qui pose en effet la question de la bonne adaptation de l'offre aux besoins. Alors, il y a eu durant le premier semestre, le premier semestre compte tenu des deuxième, troisième confinements, on a eu une fréquentation à 50%. Il me paraissait de bonne politique d'entreprise que de proposer à l'autorité organisatrice d'adapter l'offre en conséquence. Et l'autorité organisatrice a considéré qu'il était bonne politique financière tout court, en effet, d'adapter, sachant que ça a été fait avec une grande vigilance, puisque Île-de-France Mobilité est à la fois très attentif à la pointe du matin, mais souhaite aussi, pour maintenir une attractivité du transport collectif, qu'on maintienne une certaine fréquence, y compris en bout de ligne. En général, ce qu'on cherche à faire, c'est maintenir un train à la demi-heure pour garantir cette fréquence. Voilà. Donc, sur le premier semestre, il y a eu en effet pas mal d'adaptations. À la rentrée, on a mis au point ligne par ligne de nouvelles offres qui, très globalement,
sont en termes de millions de kilomètres train très proches de ce qu'on pouvait faire en 2019. Simplement, moi je dis très clairement, il faut arrêter de considérer qu'en 2019, tout était parfait et tout répondait parfaitement aux besoins. Je pense que dans certains cas, on a aussi cherché à adapter pour tenir compte d'un certain nombre d'évolutions, comme on continuera à le faire, parce que ça a été souligné par Laurent Probst dans son avant-propos. Cette crise, elle nous a appris à être plus agiles. Alors moi, j'ai une limite à mon agilité, c'est que pour reprendre totalement une grille horaire en peu de temps, j'ai besoin d'avoir des sillons. Et donc, j'ai besoin d'avoir un gestionnaire d'infrastructure qui gagne en agilité quant à sa capacité à complètement bouger ses sillons. Voilà, mais sous cette réserve, nous veillons à être plus agiles et notamment, nous allons chercher dans les années qui viennent à mieux adapter l'offre en fonction des vacances scolaires. Moi, une chose m'a un peu surprise quand j'ai pris mes fonctions en mars 2020, c'était la bonne époque, c'est que en dehors de 3 semaines en août, on a à peu près quelque chose d'étal durant l'année, alors qu'on sait très bien qu'en région parisienne, il y a quand même des départs assez marqués durant les vacances scolaires, durant toute l'année, quoi. Et ça vous a permis quelle économie, ou ça permet quelle économie, puisqu'on est en période de crise, cet allègement de desserte? Il n'y a pas que les dessertes, on a aussi allégé les services dans les gares et autres. Ça fait partie de ce qu'une entreprise doit en termes de conseils et de propositions à son autorité organisatrice. Je crois qu'on a pas mal poussé, oui, mais je pense que le plus intéressant pour IDFM, c'était de montrer à l'État qu'il savait aussi s'adapter et qu'il était soucieux de ses finances. J'ose espérer, mais Laurent nous le dira peut-être, que ça l'a aidé à convaincre l'État que, vu la baisse des trafics et l'importance des transports dans le fonctionnement même de l'Île-de-France, qui est quand même quelque chose un peu atypique, donc qu'il fallait que l'État en tienne compte et aide IDFM à combler les 2 trous de 2020 et de 2021. Et justement, puisqu'on parle de trous, là, Valérie Pécresse a suspendu les paiements à la SNCF. Combien de temps vous pouvez tenir sans être payé? Non, mais enfin, là encore, IDFM, c'est un établissement public local, donc qui ne peut payer ses dépenses de fonctionnement qu'avec des recettes de fonctionnement. Donc je peux vous dire qu'on est très bien placé pour voir que les recettes voyageurs ont beaucoup baissé. Donc arrive un moment, si vous n'avez plus de recettes de fonctionnement, voilà, c'est pas que vous êtes méchant vis-à-vis de vos opérateurs, c'est juste que temporairement, vous ne pouvez pas les payer. Alors tant que c'est temporaire, ça va, parce que la SNCF a une bonne signature et j'ai pas eu trop de problèmes à augmenter les lignes de crédit court terme, mais c'est sûr que ça ne peut pas durer très longtemps, puisque je rappelle que depuis la dernière réforme ferroviaire, contrairement à la RATP, nous ne sommes plus un établissement public, donc nous sommes faillibles, nous sommes une société comme toute société. Voilà, donc arrive un moment, je ne pourrai pas tenir des mois et des mois, mais j'ai bon espoir que ça ne dure pas des mois et des mois. Et donc pour le moment, je continue à payer nos personnels. Très bien, merci. Avant de revenir sur cet aspect crise financière, éventuellement question sur les investissements, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a notamment parlé de l'importance du dernier kilomètre. Quelles sont les idées des opérateurs justement pour mieux accompagner les usagers dans les derniers kilomètres? Anne-Lise Avril. Je partage les constats qui ont été faits par Sylvie Charles. Déjà, il faut rendre cette intermodalité et donc le parcours de ce dernier kilomètre et sa connexion avec le système de transport en commun très simple. Et aujourd'hui, c'est pas simple du tout en fait dans beaucoup d'endroits. Si les gens effectivement prennent leur vélo, il faut effectivement savoir si l'emport est possible, pas possible, le stationnement, etc. La signalétique, savoir s'orienter. C'est vrai que des fois, notamment au niveau des pôles d'échange multimodaux, on peut se retrouver dans des situations où on est quasiment devant une notice pour monter un meuble Ikea. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même des efforts qu'il faut qu'on fasse pour rendre ça très facile, parce qu'aujourd'hui, les gens, face à cette complexité, ils abandonnent.
Donc il faut à la fois avoir, je pense, les outils digitaux vont aider pour ça aussi, avoir des outils qui nous permettent de faire du guidage. Et après, il faut tenir compte aussi du fait que tout le monde n'est pas forcément agile avec les outils digitaux et avoir effectivement aussi une présence de personnel, une signalétique adaptée qui arrive en fait à mieux interconnecter nos systèmes de transport en commun avec de la marche, avec du vélo, avec éventuellement du covoiturage pour faire effectivement cette liaison. Nafita Vinos, vous avez dit tout à l'heure que le vélo finalement était peu utilisé en grande couronne et pourtant, quand on entend les observateurs, on entend de grands espoirs avec le vélo électrique justement. Oui, effectivement, ce que je regardais, c'est le taux de pénétration de vélolocation, donc des vélos électriques en location en Île-de-France. Effectivement, il est beaucoup plus utilisé en première couronne qu'en deuxième couronne. C'est vrai que se pose la question en deuxième couronne, si on utilise réellement pour du domicile-travail la capacité à laisser ensuite son vélo pour prendre un mode lourd. Et là, c'est vrai qu'on a probablement collectivement à travailler sur la possibilité de stationner son vélo en sécurité, encore plus si c'est un vélo électrique, parce qu'il est encore plus cher. Moi, je crois beaucoup à l'intermodalité. Je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur des transporteurs et des opérateurs si on veut effectivement renforcer l'attractivité du transport public en Île-de-France. Alors, il y a un exemple qui a été cité tout à l'heure par Sylvie Charles, qui est effectivement ce qu'on appelle, nous, la correspondance garantie, qui est effectivement l'exemple de Fontainebleau qu'on opère, sur lequel, effectivement, on peut assez facilement, alors sous réserve qu'il n'y ait pas un retard trop important, parce que sinon on va tout dérégler, garantir la correspondance train-bus, avec un bus qui part non pas à l'heure, mais qui part au moment où le train arrive, avec le temps de trajet nécessaire pour aller de l'un à l'autre. Et ça, on sait le faire aujourd'hui avec les outils digitaux assez facilement et avec effectivement un poste de commande centralisé qui peut donner ordre au conducteur de manière à être certain que l'affaire se passe bien. Et puis, on peut de la même manière compléter, et c'est des projets qui sont très poussés aujourd'hui par Île-de-France Mobilité, en extrême soirée, en travaillant sur du transport à la demande divergent, permettant effectivement de proposer là aussi une correspondance sur les derniers trains avec du transport à la demande qui va permettre au client de se rendre directement chez lui avec un transport à la demande qui va l'attendre à l'arrivée du train. Ça aussi, on sait le faire avec des outils numériques et puis un peu d'organisation. C'est le type de service qui permet de rassurer le client sur sa capacité à prendre le train et à trouver ensuite à l'arrivée son bus ou son transport à la demande pour aller directement chez lui. Donc moi, je pense que c'est vraiment des très bons exemples de ce qu'on sait faire et qu'on peut faire pour renforcer l'intermodalité, donc l'attractivité du transport public. Donc, renforcer l'attractivité du transport public par l'intermodalité, quelles sont les autres idées possibles quand on voit effectivement un retour en force de la voiture, Christophe Vacheron? Je dirais que le retour en force de la voiture, aujourd'hui, le prix au litre, l'assurance, le prix des véhicules, tout ça augmente quand même fort. Faut juste qu'on le constate. Après, si je me permets de revenir sur la notion de dernier kilomètre, c'est vrai qu'on parle beaucoup du véhicule, trottinette, vélo, etc. C'est vrai qu'indépendamment du véhicule, il y a d'abord l'utiliser. Effectivement, on a parlé de la voirie, comment je fais pour aller à la gare sans encombre. Il faut pouvoir le sécuriser, il faut pouvoir le retrouver le soir. Un vélo électrique, ça coûte ultra cher. Donc, si vous voulez, indépendamment du matériel, il faut aussi garantir l'ensemble du parcours. Moi, je crois beaucoup sur ce qu'on appelle, ce qui a été évoqué, à savoir le transport à la demande. Aujourd'hui, sur d'autres territoires que l'Île-de-France, on pratique on a un transport à la demande gare où en fait c'est un usage et effectivement les gens le réservent et sa vocation est d'emmener sur les heures de pointe aujourd'hui les personnes qui sont éloignées des gares et des villes denses, on les amène vers la gare et ce transport à la demande il se transforme après à l'heure de pointe en transport à la demande pour accompagner les gens vers les commerces, vers les sites de loisirs pour les enfants, le sport, le cinéma, et puis aussi vers les centres de santé. Donc ce modèle-là, on est en train de le mettre au point, de le figer, mais ça nous paraît être une bonne solution. En tout cas, ce que ça prouve, c'est que les opérateurs ici présents, bien sûr, gèrent le mass transit, on en a parlé, et la robustesse de ça est un élément très fort, puisque en fait le reste s'y connecte, et il faut qu'on soit inventif, qu'on teste, qu'on expérimente, on réussit pas, je pense qu'on fait preuve de beaucoup d'agilité, et je dirais que cet élan-là,
il doit ramener la confiance. Aujourd'hui, quand on prend la voiture en Ile-de-France, qu'on met 1h30 alors qu'on peut mettre 1 heure en transport, tout ça devrait revenir dans un ordre à peu près normal. En tout cas, nous, on fait des efforts qui sont exceptionnels pour y arriver. On a entendu aussi tout à l'heure que des lignes sont saturées malgré la baisse du trafic. Et puis avec donc cette crise financière, il y a peut-être des inquiétudes sur des projets, sur des grands investissements demain en région. Donc avant de vous proposer la parole, si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Je souhaiterais donner la parole à Jacques Baudrier. Donc on a la chance d'avoir dans la salle Jacques Baudrier qui est élu adjoint à la mairie de Paris, également administrateur d'IDFM. Donc voilà, vous vivez en ligne directe cette crise des finances publiques, des transports publics en Ile-de-France. Est-ce que vous avez des craintes et quelles sont-elles ? estime qu'on finira aux alentours de 4 milliards d'euros de baisse de recettes de fonctionnement du fait du Covid. Du fait, sur les contrats de plan, comme on n'a pas de nouvelles recettes qui arrivent, on connaît tous le surcoût supplémentaire de 1 milliard d'euros pour EOL. Nous, on estime en tant qu'élu communiste, que pour le prochain avenant, on va être un déficit pour financer tout ce qu'il faudrait financer de l'ordre de 4 milliards aussi. Et puis le troisième trou financier qui nous semble aussi très dangereux, c'est celui lié à la mise en concurrence, parce que les rachats de dépôts, de lignes, de matériel, etc., c'est aussi 4 milliards d'euros. Donc 12 milliards d'euros de trous et de déficit, ça nous semble beaucoup, énorme. Et on pense qu'il y en a 4 milliards qu'on pourrait éviter immédiatement, c'est ceux de la mise en concurrence, qui nous semble créer une crise sociale invraisemblable. On va avoir des centaines et des centaines de chauffeurs de bus devant le siège de la région lundi prochain au moment du CA, comme à chaque CA, qui manifesteront contre les baisses de leurs conditions de travail dues aux appels d'offres d'IDFM de la façon dont ils sont rédigés. Je ne critiquerai pas les opérateurs, mais de notre point de vue, c'est le mode de mise en concurrence avec un poids très important au prix qui pousse à la baisse les salaires et conditions de travail des opérateurs. Donc on se retrouve avec des grèves généralisées. Donc nous, voilà, ça nous semble déjà une très grosse erreur de déstabiliser le système et en plus avec un coût énorme pour les finances d'IDFM. On pense qu'on arrivera à 4 milliards. On ne voit pas comment elles seront payées. Et actuellement, moi, je partage le constat de Laurent Prost et Sylvie Charles, on a un déficit, mais il faut trouver des sous pour payer les recettes, le déficit des recettes, les 4 milliards, parce que très vite, la dette des IDFM est à 5 milliards, elle va finir au-dessus de 10 milliards très vite, si ça continue comme ça. Donc on pense qu'il faut, comme on a obtenu par le passé, des augmentations du versement mobilité. On propose de créer une zone premium dans le centre de Paris, à la Défense, ici les Moulineaux, dans les endroits les plus riches, pour permettre, on a obtenu la même chose pour financer les surcoûts du Grand Paris Express il y a 3 ans, du même gouvernement, donc voilà, c'est pas du fantasme. Et donc, d'ailleurs, nos députés ont déposé des amendements en ce sens. Et on pense que si on n'a pas ce même type de recettes, on n'y arrivera pas, et le France Mobilité n'y arrivera pas. Et c'est la même chose pour les milliards du contrat de plan et pour EOL à l'Ouest, que Sylvie Charles représente Transilien, mais SNCF Réseau nous explique qu'il va être obligé d'arrêter EOL à l'Ouest s'il n'a pas 500 millions d'euros d'ici un mois. Donc voilà, c'est un vrai sujet, un projet à 5 milliards qui s'arrête. Donc il y a 2 urgences financières et de notre point de vue, Valérie Pécresse en rajoute une 3e complètement infondée et inutile avec la mise en concurrence qui va coûter bonbon et qui déstabilise complètement tout le système. Donc pour nous, c'est pas une crise habituelle, c'est une triple crise majeure et avec des entreprises complètement déstabilisées, donc qui nous inquiète beaucoup. Merci. Est-ce que, Marc Pélissier, vous avez aussi des craintes sur les investissements à venir et sur certains projets qui pourraient être menacés ? Oui, on est un petit peu dans le même état d'esprit. En tout cas, sur les investissements, nous, on avait déjà alerté à l'occasion des régionales en listant déjà 10 projets bloqués en Ile-de-France, qui peuvent être des extensions de tramway, qui peuvent être des bus en site propre, des pôles gares, des projets qui ont avancé en études et qui aujourd'hui sont mûrs et qui seraient en travaux s'il y avait l'argent sur la table. Donc ça, c'était une situation, je dirais, déjà préexistante. Aujourd'hui, la crise s'aggrave par les surcoûts qui sont annoncés de ci, de là, mais EOL, c'est évidemment le plus gros, mais on en entend un peu partout
50 millions par-ci, 100 millions par-là. Tout ça vient effectivement dans un contexte où déjà il y avait des projets qui avaient été mis en attente du prochain CPER. On avait dit, bon, bah ça, on ne le fait pas tout de suite, mais on pourra s'en occuper dans le prochain CPER. Bon. Et donc là, cette perspective, en fait, c'est que finalement, on risque d'avoir, un peu comme on avait eu il y a quelques années, un CPER pour rien, c'est-à-dire, enfin pour rien entre guillemets, c'est-à-dire pour payer tous les surcoûts du précédent sans lancer aucun nouveau projet, ce qu'on avait eu dans la période 2007-2013, alors que voilà, il y a eu des engagements qui ont été pris, donc on est effectivement très inquiet. Et je ne parle pas des surcoûts du Grand Paris Express, qui lui est un peu à l'ombre parce que la SGP peut emprunter des milliards, mais il faut quand même s'interroger aussi sur les priorités et est-ce que le plus urgent c'est de faire Saclay-Versailles où il n'y a pas de besoin de trafic, ou bien redispatcher les financements sur des projets plus utiles. Donc voilà, donc nous on appelle à une opération vraiment vérité, mais effectivement il faudra trouver des financements et très rapidement. Merci. Je vous propose, si vous souhaitez poser des questions, de lever la main. Donc, n'hésitez pas. Et pour l'instant, aucune main ne se lève. Mais si Laurent Probst le veut bien, peut-être peut-il répondre, je ne sais pas si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a un risque d'un CPER pour rien? C'est-à-dire, voilà, comme des investissements ont été repoussés, des surcoûts s'annoncent. Voilà, comment répondre à l'interrogation de Marc Pellissier? Alors, le vrai sujet, c'est qu'on vient de découvrir un énorme surcoût sur Eole. Et il y a des énormes surcoûts sur d'autres projets. On va dire que tous les projets SNCF Réseau, globalement, sont en surcoût. Et donc, quand on regarde les enveloppes, enfin, si on reconduit les enveloppes du précédent CPER, oui, ça va assécher le prochain CPER. Donc, il y a un risque là-dessus. Il est très fort. Et c'est pour ça que il y a une problématique sur le financement des investissements également. Merci. Et juste une dernière question à Marc Baudrier. Est-ce que vous vous intéressez de longue date aux équilibres des dessertes dans la région? Est-ce que, selon vous, avec les projets, même s'ils sont un petit peu retardés, avec le Grand Paris Express, est-ce qu'on va aller vers un meilleur rééquilibrage des flux à l'avenir dans la région Île-de-France? Je pense que, a priori, non, puisque rien n'est fait pour cela. Là, quand on voit le parc de bureaux qui peut se rétracter, mais en tout cas, là où les bureaux sont le plus pleins, c'est dans les secteurs les plus attractifs, et là où ils se vident, c'est en grande couronne. Donc, au contraire, la tendance, il y a une tendance centrifuge. Il y a d'ailleurs des études, quand on lit les ouvrages de Laurent Davzy, qui nous montrent bien que si on ne fait rien, la tendance naturelle est l'accentuation des déséquilibres. Voilà, je vous invite à lire son livre. Donc, s'il n'y a pas d'action publique forte, nous, on plaide depuis longtemps, et on a déposé un certain nombre d'amendements en loi de finances pour que la création de bureaux, parce que c'est quand même ça qui structure massivement les flux, dans les zones les plus attractives, soit pondérée. Il y a un outil fiscal qui existe, c'est la redevance pour création de bureaux, pour qu'on incite à ne plus construire de bureaux dans les zones centrales et dans les Hauts-de-Seine. Et malheureusement, on n'a jamais été écouté. Donc malheureusement, je pense que si on laisse la loi du marché faire, la loi du marché, elle concentre tout au même endroit et elle exclut les autres activités. Donc ça, il y a vraiment un très gros sujet, et on regrette très fortement que cette politique ne soit pas du tout mise en œuvre. Pour l'instant, à notre avis, le déséquilibre vont s'accentuer fortement, même plus vite qu'avant. Il suffit de lire les recherches de spécialistes d'aménagement du territoire qui nous expliquent tout ça. Sylvie Charles, est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que vous pensez que les déséquilibres vont s'accentuer à l'avenir? Moi, en tant que transporteur, mon rôle, c'est plutôt d'expliquer comment se constituent les flux. Après, la politique d'aménagement du territoire, j'ai évidemment mes opinions en tant que citoyenne, mais je le répète, pourquoi on est le second réseau de mass transit? C'est parce qu'en effet, et ce n'est pas un phénomène si ancien que ça, au jour d'aujourd'hui, 68% des emplois sur 6% du territoire. Et il y en a pour tout le monde, parce qu'il y a Paris, la Défense, mais il y a aussi la Plaine Commune. La Plaine Commune, c'est assez récent. C'est avant tout du bureau. Et je peux vous dire que pendant le premier confinement, c'était désert.
Et il y a quand même quelques habitations de logements par endroit. Et les pauvres gens, vous vous disiez, mais ils sont tout seuls. En plus, ils n'ont même pas de supermarché proche. Enfin, c'était... moi, j'ai eu peur pour eux. Hein. Voilà. Bon, donc, ça s'est fait au tournant du siècle avec la mondialisation et donc la tertiarisation de l'économie. Alors qu'à l'inverse, entre les années 70 et jusqu'à la fin du siècle précédent, il y avait un relatif équilibrage. C'était lié en effet à toute une politique, hein, la politique des villes nouvelles autour de Paris. Et vous aviez une répartition à peu près, une croissance équilibrée, logement et activité, Paris, petite couronne, grande couronne. Et ça, c'est clair, on l'a perdu au tournant du siècle. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est bizarre parce que du coup, c'est ce qui vous fait beaucoup de flux. C'est vrai, mais ça nous en fait trop. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire que quand finalement vous ne servez, et c'est évidemment important, sinon l'Île-de-France ne fonctionne pas, mais vous ne servez qu'à du domicile-travail, du domicile-études, par rapport aux enjeux du changement climatique, où ce qu'il nous faut, c'est inciter beaucoup plus de personnes à utiliser le train et ce qu'il faut pour arriver à la gare, à l'utiliser pour bien d'autres motifs, il faut vraiment qu'on arrive à changer ça. Voilà, alors, ce qui a mis une génération, je crains qu'il faille une autre génération pour inverser notablement la tendance, raison pour laquelle je crois vraiment que dans l'immédiat, le levier qu'on a, c'est le télétravail, c'est le lissage des heures d'arrivée et de départ, et puis c'est tout ce qu'on doit faire pour attirer du monde durant les heures creuses et durant le week-end. Mais c'est vrai que dans le même temps, arriver à bien comprendre ce qui se passe en termes de logement et autres, d'où l'étude que nous réactualisons et que nous avons lancée là, avec l'Institut Paris Région et qui devrait sortir en novembre, où on va essayer d'appréhender jusqu'où on aurait un effet guillemets pervers du Covid qui aurait conduit plus d'habitants de Paris, et surtout de la petite couronne, à aller plus loin, c'est-à-dire en grande couronne. Et si les emplois restent sur le centre, on va retrouver beaucoup de monde dans nos trains matin et soir. Et ça sera un vrai problème. Est-ce que vous avez déjà les premières tendances révélées par cette étude ? Alors non, parce qu'il faut avoir en tête que l'Île-de-France, c'est traditionnellement une région où il y a beaucoup d'emménagements, déménagements. Et donc, il faut vraiment des études très fines. L'Institut Paris Région a de très bons experts. Ils sont dessus. Mais à date, non, je n'ai pas de tendance. Mais je vous dis, ils m'ont indiqué qu'en novembre, ils devraient avoir quelques éléments un peu charpentés. Et juste quand même, on a parlé d'investissements retardés, mais il y a quand même des liaisons nouvelles qui vont arriver. Rappelez-nous, je crois que c'est le T13, T12, à quelle échéance ça va quand même changer un petit peu la vie dans certains départements. Alors, ce qu'on va lancer sous l'égide évidemment d'Île-de-France Mobilité sont les premières tangentielles, en fait. Hein. Ce sera le T13 qui permettra de relier Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye et en se connectant évidemment avec les RER. C'est prévu pour mi-2022. Et puis après, fin 2023, on aura le T12 qui va relier dans un premier temps Massy à Épernay-sur-Orge. Donc à nouveau une tangentielle, cette fois-là reliant deux départements. Alors je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vois deux questions, deux bras. Alors si vous voulez, prenez la parole. Donc vous avez compris en appuyant sur le côté. Oui, bonjour. Vous voulez bien vous présenter ? Oui, Ghislaine Senet. Donc je suis élue régionale, la présidente du groupe Pôle écologiste. Peut-être simplement pour reparler sur les inégalités, je voulais juste peut-être rappeler que le Grand Paris Express, initialement, l'idée de Nicolas Sarkozy était bien de rejoindre les clusters aux grands aéroports. Hein, c'était quand même l'idée initiale et que donc on sait bien effectivement qu'en matière d'aménagement aujourd'hui, il faut sortir de cela. Ça semble, tout le monde le dit, mais en fait aujourd'hui on ne met pas sur la table de nouveau les choses. On a un grand rendez-vous qui arrive, c'est la révision du SDRIF, voire schéma directeur de la région Île-de-France, qui va s'élaborer ici en concertation avec les différents opérateurs et tous les acteurs
de l'Île-de-France, sur lequel on doit intégrer absolument la vision environnementale et avec tout ce dont vous avez évoqué, l'intermodalité et voir comment aujourd'hui, effectivement, on travaille sur l'aménagement, c'est-à-dire un équilibre entre l'habitat, l'emploi, comment on intègre la question de la mobilité, mais aussi de la démobilité. C'est aussi un sujet sur lequel aujourd'hui on pourrait, en tout cas on en parle de plus en plus, et on sait qu'avec notamment la question du réchauffement climatique et le coût des énergies fossiles et des solutions aujourd'hui thermiques de déplacement qui sont remises en cause, en fait, qui devraient en tout cas très vite intégrer le débat et sur lequel on a tout intérêt, tous collectivement, à se positionner pour pouvoir avoir un nouveau projet l'Île-de-France qui permette de pouvoir enfin répondre à ces questions. Merci, merci Madame. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir à ces propos? Alors, une suggestion sur la démobilité, c'est vrai qu'on en entend peu parler. Non, pas pour le moment. Bon. On va prendre... Le télétravail est une forme de démobilité. Nous, notre pari, ceci dit, c'est qu'on aura des voyageurs moins fatigués, enfin des franciliens moins fatigués, qui retrouveront le goût de sortir, notamment le soir ou le week-end. Et notre challenge, c'est de les faire sortir en utilisant le train. Jacques Baudrier, vous souhaitez réagir? Je fais partie des gens qui sont partisans, dans le cas du SDRIF, qu'il y ait une programmation de la baisse de la population d'Île-de-France et qu'il y a un train plutôt de moins concentré de personnes. Et cela n'empêche pas pour les transports publics. Là, on a parlé beaucoup au début du débat de la reprise des comportements, comme si, après la crise sanitaire, mais je pense qu'il faut anticiper le fait qu'il risque d'avoir des crises énergétiques, des crises climatiques majeures. Le prix du pétrole est à 83 $. On dit qu'on a passé le pic des prix, y compris avec le pétrole non conventionnel, il risque d'augmenter très fortement, et donc on va avoir un afflux de voyageurs et dans les transports publics. S'il y a une autre crise qui arrive, et on nous dit dans les 2 à 5 ans, donc c'est quand même du court terme, un afflux massif, parce que plein de gens ne pourront plus prendre leur voiture, sans parler des 2 millions de voitures qui seront interdites du fait de la ZFE. Donc voilà, donc je pense qu'on est dans une situation, on sort d'une crise, mais il faut anticiper déjà les prochaines qui risquent fortement de nous tomber dessus, et donc d'anticiper des développements très importants des transports publics et du vélo. Et je remercie Sylvie Charles et d'autres d'en avoir parlé. Je pense qu'on a besoin d'absorber une augmentation très forte des déplacements, et même si on a une baisse de la population d'Île-de-France, il faut se préparer à des chocs massifs très très rapides. Alors, il y avait une autre main qui se levait au fond de la salle. Monsieur? François Lassalle, Eiffel Consulting. C'est juste 2 commentaires rapides. Le premier concerne l'ouverture à la concurrence, la mise en concurrence. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien préparé, on ne l'a pas compris, on a du mal à l'accepter, alors qu'en fait c'est un phénomène très sain du point de vue réduction des coûts, du point de vue innovation. Alors peut-être que je me place sur un plan industriel, c'est vrai. Deuxièmement, c'est l'explosion que ce soit ici d'ailleurs ou dans les médias, on entend parler de l'explosion des budgets, dépasser les budgets prévisionnels, les coûts, mais on parle rarement ou on explique rarement que par ailleurs on doit et on fait certainement des réductions de coûts. Et dans mon esprit, réduction de coûts synonyme pas forcément réduction de la masse salariale, c'est bien entendu aussi un des aspects, mais c'est surtout tous les aspects pour faire baisser les dépenses par rapport aux recettes évidemment. Merci. Y a-t-il une autre question, une remarque? Et après, si vous le voulez bien, je vous passerai peut-être la parole pour que, on a évoqué le thème de la concurrence, peut-être un mot sur la concurrence, ce qu'elle peut apporter, mais je propose qu'on prenne une autre question juste avant. Donc j'avais vu une main se lever. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Okay. Donc Philippe Noguez, je suis directeur de l'activité service au sein de Fevlet Transport. Donc je rebondis sur la question précédente, puisque Fevlet Transport est un équipementier ferroviaire. Donc nous concevons et fabriquons et livrons des équipements comme les climatisations, des portes, des freins pour les trains. Ma question est la suivante. Dans les appels d'offres d'Île-de-France Mobilité pour l'ouverture à la concurrence, quelle sera la place donnée aux innovations et notamment aux innovations qui permettent les réductions de coûts énergétiques et également réduction des impacts environnementaux?
Merci. Eh bien, je vais vous donner la parole, chacun à votre tour, sur ce thème des innovations que pourrait apporter la concurrence. Effectivement une stimulation entre nous sur le sujet. On voit que les besoins sont très forts en fait, puisqu'il y a le sujet de l'affluence, on n'en a pas parlé, mais il y a le sujet de la sécurité aussi, qui est vraiment monté en puissance parce que finalement il y a moins de monde dans les transports en commun, notamment le soir. Si on veut faire revenir les gens, il faut les rassurer aussi sur ces aspects-là, notamment en soirée. Alors on imagine des choses avec la descente à la demande par exemple sur les bus, mais il reste encore beaucoup de choses à imaginer pour effectivement restimuler la fréquentation et faire en sorte qu'on ait des systèmes qui soient vraiment attractifs. Donc oui, je pense qu'en fait c'est quelque chose qui va être fructueux en termes d'innovation et qu'on va pouvoir du coup avoir des systèmes qui soient réellement intégrés, intermodaux. On a tous une expérience aussi à l'international qui nous permet d'amener du coup aussi des initiatives, des savoir-faire qui ont pu être développés avec succès dans d'autres pays. La région devrait pouvoir du coup en bénéficier, c'est certain. Moi, je suis convaincu que la mise en concurrence, c'est l'occasion effectivement de remettre en perspective tout ce qui est fait par les opérateurs et d'amener chacun à amener le meilleur de lui-même, de ses innovations, de remettre en cause ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui de finalement rationaliser ce qui parfois a été sédimenté parce que on était chacun dans son périmètre, avec des périmètres qui étaient plus dans une logique historique que dans une logique réelle, territoriale. Donc je pense qu'on remet des territoires cohérents, on remet la possibilité aux opérateurs de proposer des innovations, de proposer des améliorations de services. J'en ai cité tout à l'heure le transport à la demande divergent en soirée, la correspondance garantie avec le train. C'est des choses qu'on propose dans la mise en concurrence et qui vont permettre d'améliorer la qualité de service. Il y a une transformation à faire et elle est en cours et elle continuera, puisqu'effectivement, on parle de la mise en concurrence des bus, mais il y aura aussi la mise en concurrence des modes ferroviaires après. Et effectivement, je pense qu'on sera à l'issue plus performant que pour le client et pour la qualité de service qu'on n'était avant. Mais socialement, parfois, ça passe mal. Vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Voilà, pourquoi ça se passe mal actuellement dans les bus Optile que vous exploitez? Alors, je peux en dire un petit mot et en même temps, ce n'est pas le lieu de rentrer dans le débat des discussions qu'on peut avoir avec nos organisations syndicales qui sont continues. On avait encore des réunions aujourd'hui qui se sont menées pour essayer effectivement de trouver des voies d'accord. Ce qui est clair, c'est que la mise en concurrence amène à transformer les entreprises. Et qui dit transformation dit effort de pédagogie, d'explication. On a probablement à retravailler encore sur ce terrain-là. Et puis je pense qu'on l'a dit plusieurs fois autour de la table, on a à s'adapter et adapter notre organisation et l'organisation du travail aux attentes des clients. Et effectivement, parfois, ça ne correspond pas aux attentes des salariés parce que c'est plus de services le samedi, c'est plus de services le dimanche, c'est des grandes amplitudes, c'est être capable de mettre plus de services le matin et plus le soir parce que pour le moment, effectivement, on amène surtout des clients vers les gares à ces moments-là et où on va les chercher à ces moments-là. Et donc, effectivement, ça veut dire une organisation du travail qui est adaptée aux besoins de service. Et c'est aussi ça qu'on doit réussir à faire. Et vous pensez que vous allez sortir de ce conflit rapidement? Vous voyez bientôt le bout du tunnel? Écoutez, on fait tout pour, en tous les cas. Et oui, j'espère effectivement qu'on sortira rapidement de cette situation de crise pour pouvoir redonner un service au client. Et puis je pense que on espère aussi qu'on arrive déjà à rendre le service qu'on serait capable de rendre s'il n'y avait pas des blocages. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, là où effectivement on a la capacité de faire à peu près dans certains réseaux 30-35% du service, compte tenu des non-grévistes, en réalité on en fait 5-10% parce que les dépôts sont bloqués. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille collectivement pour arriver à faire que le service qu'on doit à nos clients soit le meilleur, enfin le plus proche de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire. Côté RATP-DEF, quelles innovations et peut-être quels belles écoutes?
Oui, si vous voulez, sur le territoire national, la mise en concurrence existe depuis longtemps et ça marche très bien. Ça apporte tellement de choses du type la remise en cause, du type des innovations, la qualité de service. Il faut souligner qu'Île-de-France Mobilité, sur les contrats qui sont passés aujourd'hui, exige de ces opérateurs que la qualité de service représente 10% de ces charges. C'est-à-dire que Île-de-France Mobilité exige des opérateurs que la régularité représente 5% du montant total de la délégation de service public. Donc il y a un signal très fort de qualité de service, donc qui est pour les franciliens et les franciliennes très important. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire que tout opérateur qu'on est là, on nous demande dans un délai rapide de passer au GNV, à l'électrique. Donc il y a une vraie dynamique qui, une fois que ces contrats sont passés, va se voir et va être ressentie très clairement par les franciliens et franciliennes. Simplement, sur le sujet social, le métier de conductrice et conducteur, il est en tension aujourd'hui. Donc effectivement, ces mises en concurrence, elles doivent être réalisées de la part des opérateurs en responsabilité et en connaissant ça. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus, parce qu'effectivement, on parle de plus de 10 000, 15 000 conducteurs sur Optile, autant côté Paris. Donc c'est effectivement 20, 30 000 personnes, c'est des familles, et donc tout ça doit être intégré dans le dispositif. En n'oubliant jamais que, en tout cas nous, RATP et RATPDev, quand on poste une offre, notre objectif, c'est de réussir la qualité de service, de réussir la transition énergétique et d'adresser tous les enjeux que porte la région. Voilà, donc tout ça est un élément sur lequel on pousse la mise en concurrence, parce qu'elle est vraiment, c'est un enjeu, et puis on le sait bien nous, le groupe RATP, c'est un vrai enjeu de remise en question. Remise en question aussi pour la SNCF, puisque petit à petit, ça va venir très vite. Vous allez voir tout votre champ d'activité ouvert à la concurrence. Comment vous réinventez côté SNCF, Sylvie, Charles? Moi d'abord, la mise en concurrence, c'est la loi. Donc, soit vous trouvez que le terrain de jeu est jouable, soit pas. Mais moi, je le considère comme totalement jouable. Je viens d'un univers concurrentiel. Je partage tout ce qui a été dit. Enfin, la mise en concurrence, ça oblige à ne pas se reposer sur ses lauriers, à se remettre en question et à nous de savoir gérer des transformations. Et puis, ça incite à innover. Moi, ma conviction, c'est que là, c'est un gros changement. En Île-de-France, c'est un changement qui est très compliqué. Et je pense qu'IDFM en a bien conscience, puisque c'est pas un hasard si les premiers lots mis en appel d'offres, c'est le tram-train, parce que ça, c'est assez détourable. Le reste, tout à l'heure, j'entendais parler des difficultés du RER B, c'est sûr. Depuis le 30 août, je crois que j'ai eu 13 incidents majeurs. Ce que j'appelle un incident majeur, c'est un incident qui affecte à minima 10 000 voyageurs quand même. Sur les 13, j'en ai 2, c'est des sujets de matériel. Donc là, ils sont en effet pour le transporteur. Ça, le B, on le fait avec la RATP, comme vous le savez. J'en ai 2 autres, c'est des intrusions dans le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet. Donc maintenant, on a mis des maîtres chiens, mais on aimerait bien que nos amis de Gare et Connexion bloquent un peu mieux leur quai. Et puis, tout le reste, c'est des sujets gestionnaires d'infrastructure. Et je peux vous dire que j'ai des équipes qui sont d'un engagement total pour gérer les choses au mieux. Mais au mieux, parfois, c'est très long pour un client. Quand samedi, vous avez un arbre papillon qui tombe sur la voie, qui arrête le train, et qu'on met 3 heures pour arriver à évacuer la rame qui est bloquée, c'est juste détestable. En plus, c'est une nuit de samedi à dimanche. Donc, vous avez là-dedans des femmes qui ont des talons, vous les faites marcher pendant 1 kilomètre le long de la voie. Enfin, bon, c'est pas terrible. Voilà. Mais bon, ces spécificités, il va falloir nécessairement en tenir compte. Elles sont un peu complexes. Maintenant, et histoire de vous faire rire, j'ai pris mes fonctions en mars 2020 et avant, j'ai travaillé pendant 19 ans dans la logistique automobile d'abord et après le transport ferroviaire de marchandises. Mais avant, il y a donc très longtemps, j'étais dans le transport de voyageurs. Je vais vous donc parler des années 90. Et les personnes autour de la table viennent d'entreprises qui, à l'époque, n'avaient pas nécessairement toutes le même nom. Mais à l'époque, moi, j'étais un peu le nouvel entrant. Et je me heurtais à des entreprises, Viagetti à l'époque, qui était le leader de l'urbain, qui, soutenus par les collectivités locales, disaient « Ah ben non, nous,
c'est de l'intuitu personné. Donc, non, faut pas un système de mise en concurrence, parce que c'est une relation de confiance entre l'autorité organisatrice et nous. Et dans l'interurbain, c'était encore mieux. On avait un système qui était à peu près colbertiste, c'est-à-dire que quand vous aviez développé des lignes, et c'était encore le cas très récemment sur les Deux-France d'ailleurs, vous possédiez votre ligne. Si quelqu'un venait et risquait de vous prendre de la clientèle, il n'avait pas le droit. Et dans les années 90, ce qui a tout changé, on a eu un grand ministre libéral, il s'appelait Charles Fitterman. Il a dit là-dedans, il y a beaucoup d'argent public, tout ça vit quand même beaucoup grâce aux subventions scolaires, et donc il faut que derrière une autorité organisatrice. Ça a été le premier point. Donc comme il n'a pas voulu spolier, il a dit, mais si vous les sortez avant 10 ans, il faudra quand même les indemniser, donc ça a mis un peu de temps. Mais derrière, c'était toujours lent à démarrer. Et puis à ce moment-là, il y a eu un sapin, c'était Sapin 1. Lui, il a fait une loi à l'époque qui était une loi qui obligeait à mettre en concurrence, ça partait des obligations de publicité. Tout le monde était persuadé que ça ne s'appliquait pas au transport, puisque le transport avait sa loi particulière, la loi Fitterman, la LOTI, et manque de bol, le juge administratif, il a dit si, ça s'applique aussi. Et donc là, les collectivités n'ont pas eu d'autre choix que de mettre en concurrence. Je vous parle du milieu des années 90. 25 ans après, autour de la table, personne ne s'en rappelle. Donc, je pense qu'il va nous falloir une dizaine, peut-être douzaine d'années, mais dans 10 ans, on n'en parlera plus. Merci pour ce rappel. Merci à vous tous. On va arrêter cette table ronde, mais voilà, ce chantier complexe qu'on vient juste d'aborder, l'ouverture à la concurrence en Île-de-France, on va bien sûr y revenir au fil du temps. On y reviendra avec Villerail et Transport et j'imagine aussi au cours de nos prochaines tables rondes. Il me reste à vous remercier tous pour votre participation à cette table ronde. Merci beaucoup et à laisser la place maintenant à la cérémonie de remise des prix de ces grands prix de la région capitale. Et donc j'appelle à la tribune Marianne Duranton, conseillère régionale d'Île-de-France, qui va ouvrir cette cérémonie. Merci beaucoup à tous.